Donc nous voilà pour entendre tout d'abord, vous saluer à nouveau, et vous présenter cette session qui est en 2 temps. Cette session s'intitule, comme la vie nommée, repenser le système de soins sur un fondement éthique. C'est pour repenser ensemble, ici, dans cette salle des pèlerins, pas pour rechercher des indulgences, non, mais pour trouver des perspectives, des réponses à cet avis 140. Donc cette session, nous allons la voir en 2 temps. Tout d'abord, je vous présente une synthèse de la vie 140 du CCNE, qui a le même titre, un peu plus détaillé. Et ensuite, nous serons à... Alors, là, j'ai une difficulté déjà. À animer, à porter une âme, ou à modérer. Oh, ça m'impressionne terriblement, c'est gérer le temps. Bon, mais c'est ça aussi. Il faut tout faire et vous allez m'y aider. Donc, animer une table ronde à partir des questions soulevées par cet avis, et telles que nous les traduirons ici, puisqu'il s'agit bien de traduire ensemble, on a bien entendu la portée du terme. Donc, avec vous, en table ronde. Tout d'abord, donc, il faut être là et là. Voici la synthèse, courte, rapide. Le temps m'a exposé à ça, et là, le temps est bienveillant. La vie 140 du CCNE s'intitule « Repenser le système de soins sur un fondement éthique ». À la fois, il y a même dans ce titre « Diagnostic et perspective ». On en reparlera bien sûr. Quel est le contexte de la rédaction de cet avis 140 ? C'est le contexte de la pandémie, vous le savez très bien, pas de mystère. Et de leçons à tirer de cela. Il a été adopté cet avis par l'ensemble des membres du Comité consultatif national d'éthique, CCNE, je dirais plus que comme ça, le 20 octobre 22. Il est récent. Mais il est le fruit d'un long travail qui a démarré quasiment 1 an avant. Dans le droit fil de cet avis 137, qui était plus rapide, plus clair et très attendu, au terme, si on peut dire, des épreuves Covid-19, l'avis 137, éthique et santé publique. Une réflexion qui s'imposait là, qui s'est amorcée, qui se décline dans un premier temps avec l'avis 140, mais qui va se poursuivre, et vous le savez. Donc ces avis, notamment cet avis 140, sont le fruit de constats, fruit de la pandémie. Point positif, oui. Toute expérience apporte des points positifs. Il fallait se rendre compte que le face-à-face, individu, collectivité, n'était plus à considérer comme une source classique de dilemme éthique, mais comme un enjeu véritable, un enjeu éthique véritable de la démocratie en santé, intriquant le respect des personnes, intriquant les valeurs et les principes dans ce mélange qui est toujours dérangeant, le respect des personnes, l'altérité, la solidarité, la vulnérabilité dont on ne parlait pas assez, et la question de l'équité dans l'accès aux soins. Deuxième constat, considérer le sens du travail des professionnels de santé en sachant qu'il est indissociable de l'éthique en santé. Donc cet avis comporte des objectifs qu'on peut résumer de la façon suivante. Affronter avec courage, avec humilité, les questions au point de faillite qui ont été démasquées par la crise sanitaire, pour ensuite retrouver le fondement éthique du soin et de la santé à partir d'un questionnement partagé entre les différents acteurs. Alors cet avis est construit en 3 parties. Premièrement, la crise sanitaire est un révélateur des faiblesses des systèmes de soins et de santé. Les deux. La relation de soins et la santé publique.
il a fallu voir les raisons profondes de la crise des systèmes de soins, qui est une crise à la fois organisationnelle et morale, pour enfin arriver à remettre l'éthique au centre de la santé. Et il se termine par une véritable alerte du CCNE. Donc la première partie, c'est le constat des faiblesses des systèmes de soins et du système de santé en général. Des patients aux professions soignantes, le système de soins a traversé une crise sans précédent, vous le savez, et cela a fait ressortir, s'exprimer une souffrance éthique et psychique qui est à entendre, qu'il fallait entendre. C'est pour ça que cet avis est si détaillé. Il a fallu entendre, écouter, tenir compte de tout, dans les constats de douleur, de souffrance éthique. Et non pas dans le silence, à propos de ce silence éthique au travail, mais non plus dans le silence, afin de pouvoir prendre soin des soignants et de la relation de soins. Le deuxième point, c'est de prendre conscience qu'on était là face à une crise des fondements de notre santé collective, c'est-à-dire des inégalités sociales en santé. Il y a des majuscules, oui, parce que c'est tellement banal que c'est devenu un acronyme, les ISS, les inégalités sociales en santé. Alors, on ne les découvrait pas, donc. La crise de confiance aussi, la crise de l'écoute et de la participation, c'est-à-dire la crise de la reconnaissance. C'est bien exprimé ainsi dans la vie. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Il faut le comprendre pour le traiter. Le système de santé, tel que nous l'avons connu, pratiqué, était ou est encore trop polarisé sur la dimension sanitaire, ce fameux pouvoir de guérir qui a généré tant de vocations professionnelles, au détriment de la santé publique, mal connue, des étudiants, peut-être pas assez enseignés. La santé publique, c'est-à-dire organiser et prévenir, et d'une approche globale de la personne, ce qu'on appelle le care, comme si c'était une valeur ajoutée, alors qu'elle est toujours là, elle est indissociable du cure, qu'on ne dise pas le contraire. Deuxième point, on a affaire encore, si on ne réagit pas, à une gestion dysfonctionnelle du système de soins, dans un modèle économique pour lequel les acteurs de la santé ne se reconnaissent plus, comptables, économiques, on a un petit peu entendu tout à l'heure déjà. Deuxième point, la technicité a été favorisée au détriment de la relation humaine. Pourquoi, comment? C'est certain. Les avancées technologiques, les avancées techniques, les progrès réalisés dans les possibles, justement, pour guérir, les possibles en médecine, sont fascinants, peut-être aveuglants. Il ne faut pas en oublier l'importance de la relation humaine. Tout cela peut-être sera repris dans l'enseignement des facultés et des instituts de formation des professionnels en santé. Enfin, les salaires sont peu élevés au regard de l'engagement demandé. On a confondu dévouement et reconnaissance. Troisième point, on a affaire à un système aux normes rigides qui ne valorise ni ses acteurs, ni les savoirs expérientiels. Il est trop hiérarchisé, il est inadapté aux évolutions et aux besoins en matière de santé, et il se caractérise trop souvent par un défaut d'écoute. J'ai sauté, non? Donc la troisième partie de cet avis 140 propose de remettre l'éthique au centre de la santé. Il faut intégrer et déployer la culture éthique dans les pratiques professionnelles. Ici, vous le savez bien tous, et vous le faites, vous le voulez. Il faut garantir la justice sociale dans l'accès à la santé, plus. Il faut faire revivre, il faut faire vivre une éthique du respect des parties
prenantes, de toutes les parties prenantes, la personne malade et ses proches, les professionnels des établissements de santé et médico-sociaux qui sont ensemble dans les mêmes objectifs de service à la personne et de soins. Et comprendre qu'il va falloir réaliser vraiment une valorisation des savoirs expérientiels et des dynamiques participatives. Certains en parleront très bien tout à l'heure. Enfin, cela s'exprimera aussi par le respect des instances de la démocratie en santé. On va y revenir intensément tout à l'heure. Le dernier point, il s'agit de rétablir la confiance, sûrement par un partage des connaissances et par une information mieux donnée, mieux diffusée entre professionnels, mais aussi auprès des patients, partenaires de santé. Et aussi dans l'éducation des professionnels de santé, en formation ou initiale ou continue, mais aussi une éducation aux enjeux des citoyens, en les éveillant à la question de la santé publique. Cet avis se termine comme une véritable alerte donnée par le CCNE. Il nous faut assurer à tous les conditions d'une vie en bonne santé et des soins de qualité en cas de maladie, à tous. Il nous faut redonner du sens et de la valeur au métier du soin et aux professions, à toutes les professions œuvrant dans le champ de la santé. Enfin, il faut écouter davantage les différents acteurs, qu'ils soient professionnels de santé ou patients, ce qui passe par une dynamique plus forte de la démocratie en santé. Et tout ça nous amène vers l'organisation, dit le CCNE, d'états généraux à venir, d'états généraux pour une éthique de la santé publique, en coordination, dit le CCNE, avec les instances de santé publique nationales ou régionales et les espaces de réflexion éthique régionaux. Je ne vous apprends rien, vous êtes bien là pour ça, et si ces états généraux démarraient aujourd'hui, pourquoi pas? Alors voilà, tout de suite va s'animer et se modérer la table ronde, repenser le système de soins sur un fondement éthique. Pour cela, je vais demander aux intervenants qui ont gentiment, je les remercie, accepté de participer, de s'installer sur ce podium, à cette table qui n'est pas ronde, afin que nous puissions ouvrir avec eux la table ronde que vous allez vous-même composer dans la salle. Les questions soulevées, nous avons retenu celles-ci, nous, l'équipe de l'Air Occitanie, la petite équipe de proximité. Les questions. Première question, mise en œuvre des plans de santé. Ensuite, questionnement à partir de l'exercice professionnel, qu'il soit individuel ou en équipe dans le champ sanitaire, ou qu'il soit dans le champ de l'accompagnement. Troisième question, comment repenser l'attractivité des professions de santé? La quatrième, nous parlerons là de santé publique, prévention, santé de l'individu, pour aborder à la fin, justement, la question de la démocratie en santé. Donc, pour la première question, mise en œuvre des plans de santé, je voudrais tout d'abord, pour chacun des intervenants et des participants, vous rappeler ceci. Les constats sont faits, ils étaient désolants, ils sont désolants. Mais là, nous nous installons dans des perspectives positives pour, en partant, retrouver le sourire, en pensant que nous avons les moyens de repenser le système de soins sur un fondement éthique. Donc la première question, Monsieur Jean-Jacques Morfois, le docteur Morfois de l'ARS, se présente et nous présente sa problématique. Allumé, ça marche. Bonjour à tous et tous, ravi d'être avec vous et meilleurs vœux. Pardon. Je suis donc médecin de santé publique à l'Agence régionale de santé, aujourd'hui dans les fonctions de conseiller spécial auprès du directeur général.
et en charge notamment du pilotage du projet régional de santé. Je vais essayer de répondre à cette question et donner des perspectives en partant peut-être du petit bout de la lorgnette, vous m'en excuserez par avance, pour expliciter un peu comment on avait conçu, maintenant il y a 5 ans, un projet, pas un plan. On pourra discuter de la subtilité sémantique. C'est important, du projet régional de santé en Occitanie, puisque, mais un certain nombre d'entre vous y avez participé et connaissent bien ma rhétorique sur le sujet, on avait essayé d'introduire un petit peu de questionnement éthique dans nos réflexions, notamment sur le cadre d'orientation stratégique de ce projet. Pourquoi ? C'est simplement que, on parlait de mesures, on a comme toujours fait un diagnostic régional, on a interrogé un certain nombre d'indicateurs de santé publique, on a cherché à mettre en avant des variables explicatives, expliquant l'excès de risque de survenue de telle ou telle pathologie ou de tel indicateur de morbidité. Et à chaque fois, évidemment, je mets de côté un petit peu l'âge, puisqu'on sait tous que plus on avance en âge, plus on a un risque de mourir, mais ça, c'est une banalité affligeante. Mais si on met de côté ce sujet, la variable explicative qui revenait à chaque fois, et très loin devant, c'est la défavorisation, dans notre jargon statistique, c'est-à-dire indicateur écologique de précarité, pour faire court. Donc ça veut dire de manière simple, si on veut résumer une ambition dans un projet régional de santé, c'est si on veut améliorer la santé de la population, réduisant les inégalités sociales de santé. Quand on commence à attaquer le sujet comme ça, et c'est comme ça qu'on a essayé de l'attaquer, on s'est posé la question, évidemment, de la question de la vulnérabilité. Vulnérabilité liée à la précarité, pas seulement liée à la maladie, au handicap, à l'âge. Et on a conclu quelques mois de travaux par une seule ambition de ce projet régional de santé, c'est-à-dire agir au cœur des territoires, je la relis, afin de mieux prendre en compte les besoins des personnes les plus vulnérables et d'agir plus efficacement pour réduire les inégalités sociales de santé. Je le rappelle, c'est notre seule ambition du projet régional de santé actuel, sur la base d'une espèce de fondement de questionnement éthique, c'est-à-dire que notre priorité, c'est la lutte contre la vulnérabilité. Plus exactement, mon propos est mal choisi, c'est d'aider les personnes les plus vulnérables à effectivement retrouver une santé pleine et entière. Ça se traduisait par 5 engagements, 85 projets structurants prioritaires, je vous en fais grâce. 5 ans plus tard, qu'en est-il ? C'est une grande leçon d'humilité, puisque 5 ans plus tard, les inégalités sociales en santé en Occitanie se sont aggravées. C'est un fait mesurable, incontestable. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien fait ? Objectivement, on n'a pas été efficace collectivement. Pourquoi ? Il faut se questionner là-dessus. Est-ce qu'on n'a rien fait ? Pas du tout, parce qu'on a tous beaucoup œuvré, chacun dans son secteur, pour essayer de répondre à cette ambition. C'est un peu douloureux comme questionnement pour une agence régionale de santé, et même pour moi qui ai piloté aussi le PRS précédent, mais c'est intéressant. Alors il y a des raisons conjoncturelles, d'ailleurs, que l'avis du CCNE met en avant de manière très, très pertinente, qui est effectivement liée à la crise sanitaire. Les crises sanitaires a forcément, partout en France et dans le monde, a été malheureusement un accélérateur qui a acutisé ces inégalités sociales en santé, pour toutes les raisons que l'on sait, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Il y a aussi des raisons structurelles qui sont plus importantes. C'est qu'en fait, quand on s'intéresse aux déterminants de santé, et Alain connaît ces sujets-là beaucoup mieux que moi, c'est qu'effectivement, finalement, l'agence régionale de santé a très peu d'action sur les leviers de ces déterminants. Donc, on agit sur tout un tas de facteurs. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir d'efficacité, mais effectivement, si on voulait améliorer la santé de la population, il faudrait aussi agir sur les autres déterminants sur lesquels, pour une question d'organisation hiérarchique, finalement, l'ARS n'a pas accès à des aspects économiques, de travail, d'environnement, tout un tas de politiques de protection sociale de la nation, sur lesquelles je reviendrai pour conclure mes propos. Et donc se pose forcément la question, comment s'articule ce plan ou ce projet régional de santé par rapport à tout le reste de la politique de la nation, des autres services de l'État, des autres acteurs, pour concourir ensemble de manière concordante avec les mêmes priorités. Et évidemment, je n'oublie pas les collectivités locales dans cette question. Donc il y a une question structurelle fondamentale qui, si on veut réfléchir, c'est ce que le président nous incite à faire,
J'espère que mes propos ne seront pas trop divergents de ce qu'il est en train de nous dire à l'occasion de ses vœux. Je n'en suis pas totalement certain, je m'en excuse. Mais en tous les cas, ça nous interroge sur la structuration de la gouvernance de la santé en France. Parce que si on n'aligne pas les planètes et qu'on n'est pas tous d'accord sur les priorités, il ne faut pas s'étonner, quelles que soient les ressources qu'on mette dans le système, qu'on n'y arrive pas. Pour dire les choses simplement. Troisième, la remarque sur ce constat d'humilité, c'est aussi la question de la déclinaison opérationnelle de l'action. Ça, je crois que c'est important. La plupart d'entre nous connaissent bien la notion d'universalisme proportionné autour de cette question. C'est forcément un concept qui est mal décliné, pas assez décliné dans nos plans, pour faire en sorte qu'au-delà des solutions prévues pour la plupart d'entre nous, qui connaissons bien le système et qui, d'une manière ou d'une autre, trouveront toujours la voie pour trouver le bon professionnel au bon moment et au bon endroit, c'est effectivement la question de développer l'aller vers, qui devient une banalité malheureusement, où on a fait de très belles choses, notamment au cours de la crise, au cours de la vaccination, au-delà de toutes les solutions proposées au Quidam pour se vacciner, on a fait, grâce à l'action de tous, des usagers, des associations, des services de l'État, des collectivités, on a su trouver des solutions créatives, intelligentes pour aller faire en sorte que dans tout village de la région Occitanie, les personnes qui voulaient absolument se faire vacciner puissent l'être, et puis avec une efficacité dont je crois il faut être fier collectivement. Donc ça veut dire qu'on sait faire les choses. Malheureusement, on ne sait le faire et on ne sait dépasser les clivages et les corporatismes qu'en situation de crise. Et la grande leçon pour moi, c'est comment cette intelligence collective qu'on a su mettre en réponse à une situation de crise, où il y avait presque une question de survie et une question d'instinct, qui nous a permis de dépasser nos jeux de bac à sable habituels, on arrive à le décliner au quotidien dans une action peut-être, je l'espère, plus apaisée pour garder cette intelligence collective. Malheureusement, on n'y est pas arrivé, je le dis en toute sincérité, au cours du PRS précédent. Quatrième remarque générale dans ce constat, c'est la question de la temporalité. Je suis très inquiet, j'espère qu'Alain va me rassurer, je n'en suis pas totalement certain, sur le fait que la période qu'on vient de traverser fait qu'on résume la santé publique à la gestion de crise sanitaire. Alors, il est une crise sanitaire et évidemment, ça interroge l'organisation de la santé publique, c'est notre devoir de contribuer, d'organiser la réponse à cette situation sanitaire exceptionnelle. Mais il y a une espèce de pensée collective là qui m'inquiète, mais peut-être je suis le seul à le penser, auquel cas c'est pas grave, où on se dit que finalement, le rôle de la santé publique, c'est de gérer les crises. À tel point qu'on est en train d'imaginer au niveau central une direction des crises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au même titre d'ailleurs qu'on a une direction générale de la santé, ce qui pourrait nous rassurer, mais qui ne gère pas le sanitaire, puisqu'il y a une direction de l'organisation des soins, qui ne gère pas plus le médico-social, puisqu'il y a une direction générale de la cohésion sociale, il y a même une direction de la sécurité sociale, indépendante de l'assurance maladie, mais bon, je m'arrête là sur cette digression qui peut être effectivement pas très politiquement correcte. Donc cette question de la temporalité, elle est importante puisque, avant tout, et les grands épidémiologistes de la fin du 19e nous l'ont appris, l'action de santé publique s'inscrit dans le temps. Et j'ose croire que quand même un certain nombre d'actions que l'on a mis en place collectivement dans le cadre du PRS précédent trouveront leurs résultats mesurables dans les années qui viennent, voire peut-être même dans la génération suivante. Donc, c'est un petit point d'optimisme. Je suis en tous les cas convaincu qu'un certain nombre d'actions vont dans le bon sens, mais on n'est pas dans le temps d'observation qui permet de valoriser les actions que l'on a mises ensemble. Alors, quels enseignements en termes pour revenir à la question de l'éthique et des fondements éthiques, voilà, pour dire qu'on a essayé quand même de s'interroger et d'avoir une première approche avec les limites que j'ai évoquées. Je crois dans le paysage de la gouvernance de la santé en France, la création des agences régionales de santé ont été une bonne chose. Alors, je défends la boutique, c'est aussi mon rôle, mais au-delà de cela, dans l'espèce de triangle, qui n'est pas un triangle des Bermudes, entre les services de l'État, des collectivités à l'époque, je parle à la fin des années, début des années 2000, 2009, 2010, et l'assurance maladie, dans ce triptyque, effectivement, les agences régionales de santé ont joué un rôle que je qualifierais peut-être de marginal séquence en sociologique,
qui a un peu bouleversé le paysage et permis, puisque ça c'est factuel et démontré, un certain nombre d'avancées dans la transversalité, dans la construction des parcours, dans l'organisation des parcours, dans le financement des parcours. Et je pense que ça a été de point de vue une grande réussite. Est-ce que pour autant il faut pérenniser les ARS? D'autres peuvent avoir des avis et décideront autrement. Les agences régionales de santé se sont aujourd'hui bien installées dans le paysage régional pour trouver leur place et leurs limites. Peut-être aussi de jouer le rôle de rite sacrificiel dans un temps où on interroge beaucoup les choses. Bon, s'il faut supprimer les agences régionales de santé, supprimons-le si on va vers du meilleur. Mais en tous les cas, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'on est aux limites d'un système où on a voulu, de mon point de vue, transférer en région l'absence d'arbitrage au niveau national. Certains nombre d'entre vous l'ont connu, il y a eu, en même temps que la création des agences régionales de santé, un débat sur la création d'une agence nationale de santé, qui a eu les suites que vous connaissez, parce qu'elle n'a jamais existé. Je me permets d'interroger quand même, à travers tous ces propos, moi, il y a une chose qui me frappe fondamentalement. Je n'ai jamais vu écrit la question « Faut-il créer une assurance santé en France ?» Faut-il créer une caisse nationale d'assurance santé en France? On a une caisse nationale d'assurance maladie, j'en parlais avec Pierre Gauthier, qui date de 57 ou 58, je ne sais plus. Donc 10 ans après les fondements de la sécurité sociale. On a créé une caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au lieu de se poser la question finalement... Et on ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'il faut une caisse nationale de l'assurance santé? Je pose la question. Après la déclinaison, faut-il que ce soit toujours une caisse d'organisation paritaire? Est-ce qu'il faut que ce soit une agence nationale de santé? J'en ai aucune idée. Mais je trouverais intéressant de reposer sur la base de fondements éthiques, c'est-à-dire à partir finalement des besoins de la personne, du respect de la personne, du respect des besoins des soignants, sur ces bases effectivement d'obligation de réponse d'accès aux soins, de respect et de reconnaissance. Je suis d'accord avec Catherine sur la question de la reconnaissance à la fois de l'usager au sens de l'altérité, de la reconnaissance des métiers de la santé et des professionnels de santé. Et je pense que les seuls, c'est ma conviction, qui peuvent permettre de faire ça, c'est que les usagers pilotent cette question et cette question de la refondation qui, à mon avis, peuvent être politiquement très incorrectes si on va jusqu'au bout de la réflexion. Voilà ce que je voulais dire. J'espère avoir été dans les temps, Catherine. Je vous remercie beaucoup, Jean-Jacques Morfois. Dans la salle, des réactions, des questions, des commentaires? Pas 15, certainement, mais un ou deux. Des bras levés? Oui, un bras levé. En passant par là. Je crois reconnaître Monsieur Gauthier. Est-ce que je me trompe? Non, non, non. Merci d'être là pour un regard éclairé. Merci, docteur. Bonjour. Donc, j'interviens parce que j'ai été interpellé par docteur Morfois pour me solidariser totalement de ce qu'il a dit. Partant d'une expérience très différente de la sienne, il est médecin, moi je n'ai jamais été. Il était dans un établissement, moi j'étais très largement au ministère, dans les arcanes subalternes du ministère de la Santé. Mon constat est le même que le sien. Et on a un système qui souffre profondément d'une absence d'arbitrage politique et donc d'une absence de courage politique. Et donc, si un jour ou l'autre, il n'y a pas de décision majeure sur la structuration de ce système, eh bien, il continuera à dériver et à se dégrader. Voilà ce que je voulais dire simplement. Précisons que la CNAM a été créée en 1967 par les ordonnances Jeanneney. Merci beaucoup. Retournons le message de courage, courage pour les stimuler, s'ils n'ont pas assez de courage. Y a-t-il beaucoup de compréhension, je vois, pour respecter le temps? Ah, Monsieur Axel, docteur Axel. Merci de votre exposé. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de tous les intervenants en matière de santé publique. Je prends un exemple extraordinaire qui était la participation du service de santé publique dans la découverte du sida, qui a permis d'identifier des besoins particuliers qui ont abouti à la réflexion « il y a là une épidémie de quelque chose qu'on n'avait pas connu jusque-là ».
Je pense que dans l'ensemble des structures de santé, et surtout dans les structures qui permettent d'organiser l'avenir, la parole de la santé publique devait être au premier plan. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation très particulière en France. Nous sommes à un niveau extrêmement bas de création de fonctions médicales, de médecins qualifiés, avec environ 10 médecins par an pour 100 000 personnes de la population, qui nous met tout à fait dans la queue du peloton des pays qui forment des médecins, d'une part. D'autre part, la population médicale en France est âgée et va être encore plus âgée, pour une population qui va de toute façon devenir de plus en plus âgée, et le remplacement ne se fera pas d'une façon rapide. Donc, tous les projets qui, éventuellement, vont modifier le numerus clausus vont mettre des années pour devenir efficaces. Or, il se trouve que nous sommes dans une situation de crise profonde, que tout le monde reconnaît et analyse, et je pense que nous n'en sortirons pas vraiment si on ne donne pas la parole aux usagers dans un vaste programme d'analyse et de reconnaissance. Je crois qu'aujourd'hui, les usagers de la médecine, de la santé en France ne se reconnaissent plus dans le corps médical et dans la pratique médicale telle qu'elle est aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas structuré, je pense, organisé ça sur le plan national, je pense qu'on aura du mal à en sortir. Merci. Merci, Monsieur Axel. Vous soulevez des questions nombreuses, intenses, importantes. Je crois qu'une partie de ces questions pourra être considérée avec la question 4, santé publique. Hein. Sans quoi, on ne mange pas, si vous préférez. On ne mange pas, après tout, pourquoi pas? Voilà, je vous propose d'aborder la deuxième question, comment repenser ou considérer et repenser peut-être l'exercice professionnel, qu'il s'agisse d'un exercice professionnel individuel et en équipe ou en équipe dans le champ sanitaire. Nous avons pour y répondre là, le docteur Poutrin et monsieur Bernard Garnier, et qu'il s'agisse d'un exercice professionnel dans le champ de l'accompagnement, avec Andrés Attinza. C'est difficile de dire Attinza en ayant en tête l'Andras. Il y a des A et des consonnes qui se mêlent. Et tout le monde y tombe là, hein. Il n'y a pas que moi. Voilà. Donc tout de suite, je donne la parole au docteur Poutrin, puis à monsieur Bernard Garnier. En vous remerciant tous les deux d'être là. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis donc médecin généraliste et je suis installé à Montrégeau, une petite commune du sud de la Haute-Garonne, et qui est au sein d'un territoire qui s'appelle le Comminges et qui, l'air de rien, recouvre un bon tiers du département de la Haute-Garonne. Le tout dans un contexte démographique pluriprofessionnel, on va dire pudiquement difficile. Donc, médecin généraliste, j'ai 60 ans, j'ai passé 25 ans de ma vie en exercice individuel, même si j'ai toujours exercé en groupe, mais j'avais des associés qui étaient médecins. Et ça fait maintenant, depuis 2018, que nous avons créé la maison de santé pluriprofessionnelle Mont-Royal Santé, qui regroupe actuellement 47 professionnels de santé. Nous étions 22 en 2018. On parlait d'attractivité, on est 47 maintenant. Et on en attend d'autres. Voilà. Et donc c'est à ce titre, je pense que je suis interrogé aujourd'hui. Alors, je confirme au professeur Schmitt que dans maison de santé pluriprofessionnelle, ce qui est difficile, c'est pluriprofessionnel. Puisque il n'est pas très difficile finalement de faire venir sur un site unique, éventuellement moderne, éventuellement aux normes d'accessibilité, un terme qu'on a un peu oublié, mais
qui nous a posé problème pendant longtemps, on peut faire venir des professionnels dans des bureaux les uns à côté des autres. Et toute la difficulté, c'est de savoir comment ils vont faire pour travailler ensemble. Alors pour ça, on a des outils, certains d'entre vous les connaissent, je les cite brièvement, mais ils ont beaucoup d'importance. À savoir d'abord l'écriture d'un projet de santé, puisque je rappelle que pour être maison de santé pluriprofessionnelle, c'est un label qui est accordé par l'ARS, et donc il y a un dossier de candidature avec des validations, enfin c'est tout un parcours. Je ne vais pas relancer le docteur Morfoas là-dessus. Et donc, l'écriture d'un projet de santé, l'autorité veut savoir comment on va faire pour travailler ensemble. Ça me paraît très sain quand même. Ensuite, on a un outil juridique qui s'appelle la SISA, Société interprofessionnelle de soins ambulatoires, qui est une société civile. Alors, je rappelle civile, hein, l'air de rien, juridiquement. On dit qu'une société est civile quand les gens ont envie de travailler ensemble. Voilà. Et donc, cette société, elle a pour but de gérer financièrement et juridiquement l'activité de pluriprofessionnalité. Ensuite, on a un instrument qui est le logiciel partagé. Il y a plusieurs possibilités, mais une maison de santé ne peut être labellisée que quand la majorité des professionnels utilisent cet instrument qui est légal. Alors on a eu la chance d'avoir le professeur Clanet, le professeur Lagari qui sont venus pour nous conseiller là-dessus, parce que vous avez dit éthique, logiciel partagé, on a 3 psychologues qui peuvent se servir du logiciel, puisqu'elles sont nos associés. Est-ce qu'on va ouvrir aux podologues, aux pharmaciens? Quelle horreur! Enfin, bon, vraiment, ça donne lieu à des échanges. Et en fait, ça vient de là, la pluriprofessionnalité. Toutes ces petites problématiques du soin quotidien et du fait de travailler ensemble, si on accepte de se retrouver régulièrement, et donc singulièrement les MSP, en plus des outils, nous donnent des locaux, eh bien, c'est là qu'on se connaît, qu'on voit nos limites et qu'on voit ce qu'on est prêt à accepter. Alors, je ne dois pas passer sous silence que nous avons aussi un financement qui est adossé à notre activité pluriprofessionnelle et qui est contrôlé par l'ARS et payé par la caisse primaire. Et donc, pour donner un exemple, à Montrégeau, ça fait plusieurs années qu'on est sur 120 000 € annuels, ce qui nous donne quand même des possibilités qu'on n'imaginait même pas avant. Je parle hors financement Covid, bien sûr. Alors, je ne veux pas l'appeler outil, parce que ce serait lui faire atteinte, mais dans les MSP, il y a un coordonnateur. Alors, j'ai la chance d'en avoir à côté, je ne vais pas déflorer ça. Son rôle, il va pouvoir le raconter lui-même. Mais ce professionnel est un élément important parce que d'abord, il a beaucoup de travail et aussi parce qu'il est rassurant. Moi, je suis médecin généraliste et c'est ça mon job. Je suis là pour soigner les gens en soins primaires. Ce n'est pas mon job de monter des dossiers, d'aller chercher des financements parce que si je peux le faire, mais si je le fais, je passe moins de temps aux soins. C'est aussi simple que ça. Je vous dis ça parce que je vous assure bien que quand j'étais en exercice individuel, je ne connaissais pas ce genre de choses. Et pour terminer, ça donne lieu concrètement d'abord à une collaboration informelle qui existait déjà avant, c'est-à-dire que on se rencontre chez les gens avec madame l'infirmière, avec monsieur le kiné. On le faisait et puis on gérait un pansement complexe, une glycémie récalcitrante. Mais maintenant, on le fait aussi parce qu'on se rencontre à la machine à café. Ensuite, il y a des collaborations qui sont formelles par le biais de réunions de concertation pluriprofessionnelle où on aborde de façon très formelle sur rendez-vous des dossiers compliqués qui peuvent être, chez nous, soit à l'initiative des infirmiers, soit des pharmaciens, soit des médecins. Et enfin, on se fédère à travers des projets pluriprofessionnels et on a à cœur de s'investir dans des projets qui vont chercher, par exemple, les kinés. Parce que ce n'est pas facile de faire de la pluridisciplinarité avec les kinés. Les kinés, c'est plus difficile qu'avec les infirmiers.
Et puis, on me fait signe qu'il faut que je passe la parole à mon collègue. Merci pour cette compréhension. Il paraît, on me l'a dit, que les kinésithérapeutes savaient très bien gérer le temps. Ils donnent du temps quand il faut en donner. Ils le rétrécissent quand il faut, quand ils le peuvent. Merci de gérer mon temps. Ils savent prendre la parole aussi. Je suis kinésithérapeute libéral, c'est pour ça que on fait une transition toute trouvée. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. Donc, je suis kinésithérapeute libéral dans une maison de santé à Gardouge, donc de l'autre côté du département pour la peine. Coordinateur aussi de la maison de santé de Gardouge, et je suis aussi formateur pour les coordinateurs maison de santé dans le cadre d'un dispositif qui est financé par l'ARS, coordonné par le HESP, mis en place par la FORMS, qui est la Fédération des maisons de santé au sein de l'Occitanie. Le retour d'expérience qui est fait sur les maisons de santé est très vrai et relate un petit peu notre quotidien en tant que soignant ou personnel support, puisque j'ai entendu parler de fonction support, coordinateur, secrétaire, etc., sur les soins primaires. Parce que, quelle est la question? C'est l'organisation des soins primaires face à cette évolution en fait, de la population qui devient porteuse de pathologies chroniques. C'est-à-dire nos habitants, notre population, nous devenons porteurs de pathologies chroniques. Et l'enjeu est de savoir comment accompagner, parfois soigner, mais très souvent accompagner notre population vis-à-vis de ces enjeux de santé chez des personnes qui restent à leur domicile majoritairement. Et c'est là un de nos enjeux des soins primaires, c'est d'accompagner ces patients dans le cadre de projets de soins, de projets de santé. Et c'est vrai que les regroupements pluriprofessionnels, les maisons de santé, les équipes de soins primaires, peut-être aussi les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, vont aider à améliorer, à structurer l'organisation des soins primaires et à améliorer un petit peu cette articulation aussi avec les établissements de santé pour essayer de favoriser la coordination et la coordination des parcours de santé. Pour en revenir aux questions d'éthique, les regroupements pluriprofessionnels sont à l'initiative des professionnels de santé qui sont en exercice individuel. Ce sont des professionnels de santé libéraux qui exercent leur activité de soins propres, qui sont vecteurs de soins, entre autres, et qui vont, à leur initiative, engager un projet de santé qui va favoriser la coopération, la coordination et l'éducation aux patients. C'est à partir de cette volonté initiale que va se mettre en mouvement un projet de santé. Ce projet de santé, il faut lui donner du sens. Ce sens s'appuie sur des valeurs qui sont partagées au sein du collectif et que l'on peut questionner. On a des méthodologies qu'on enseigne aux coordinateurs des maisons de santé qui permettent de questionner sur les valeurs collectives que porte l'équipe de soins et quelle vision elle porte sur le développement de son activité coordonnée. Tout ceci va permettre de donner du sens au projet de santé et le mettre en mouvement. C'est un des fondements de la dynamique collaborative sur les soins primaires. Et c'est là-dessus que s'appuie une bonne partie du médecin de coordinateur, une bonne partie du métier de coordinateur en maison de santé, c'est sur l'animation de ce collectif pluriprofessionnel. Il a bien sûr une part de technicité, d'accompagnement, notamment au montage des projets, grâce à une maîtrise de la gestion de projet, mais il a aussi ce rôle d'animateur du collectif, pour faire du lien autour du projet de santé, des professionnels de santé et du patient. On a parlé des réunions de concertation qui sont des revues de cas, parfois des revues de cas d'événements indésirables, des retours d'expérience de prise en charge. Le rôle du coordinateur est d'animer ces réunions de concertation pour en extraire justement l'essentiel nécessaire au patient. Améliorer la qualité de la prise en charge, recentrer le patient dans la prise en charge et en faire un acteur de sa prise en charge. Donc c'est un des rôles fondamentaux auxquels on s'attache aussi dans la formation des coordinateurs, c'est comment s'intègre cette fonction nouvelle de coordination au sein du projet de santé et du projet de soins, comment il se met au service de la santé des patients et au service de l'équipe de soins. J'ai encore un peu de temps. Demandez à M. Atenza
si, si vous laisse du temps. Non, allez, Oui. une dernière. Je vais parler maintenant de mon expérience en tant que kinésithérapeute. Les prises en charge évoluent. La demande des patients passe d'une demande d'effectuation de soins à une prise en charge globale. Je vais vous donner un exemple pratico-pratique. C'est que hier matin, sur mes premières consultations, j'avais des consultations de bilan. Ces consultations de bilan sont motivées par une prescription médicale, donc une effection d'acte. Dans le cadre de mon bilan, j'observe que le patient, la patiente se positionne comme un patient porteur d'une pathologie chronique. Bonjour, installez-vous. Pourquoi est-ce que vous venez ? Je suis porteur d'une pathologie chronique. J'ai mal de façon chronique. On n'est plus dans l'effection d'acte. On est dans la prise en charge d'une personne dans un parcours de vie. Dans le cadre des douleurs chroniques, et on est majoritairement dans le cadre de prise en charge chronique en soins primaires, on ne soigne plus une maladie, on soigne une personne. Et on essaie de la réintégrer dans un parcours de vie, un parcours de société. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut aussi transmettre, notamment dans le cadre des relations partenariales et paritaires avec l'assurance maladie, c'est que les soins primaires évoluent et qu'il y a certainement une part d'effection d'acte, mais il y a aussi une part de prise en charge de patients et de la population. Merci beaucoup. Donc, manifestement, il y a des formateurs qui vont relancer l'attractivité des professions de santé. La question qui va suivre. Mais auparavant, Monsieur Henra, je suis... Oh, Monsieur Attinza, pardon. Monsieur Attinza. Pas de problème. Je sens que je vais frustrer chez vous le philosophe. Monsieur Attinza va se présenter. Il est aussi un philosophe. Et malheureusement, comment faire pour raccourcir, exposer l'approche d'un philosophe ? Vous allez répondre à la question. D'abord, je vais prendre beaucoup de temps. Il va nous parler du champ de l'accompagnement dans le médico-social. Bien, merci Michel et merci Catherine pour cette invitation. Philosophe et sociologue de formation, mais égaré dans le monde de la gestion. Mais je reviens toujours à mon maître Aristote qui disait la philosophie est la science de la totalité. Donc je vais essayer de parler de tout de façon très savante, bien évidemment. Si c'est la question de penser le soin à partir de fondements d'éthique, la réponse est oui. Mais on peut aller même plus loin. Est-ce qu'il faut introduire une dose massive des humanités dans la formation aux soins, dans la médecine, dans le sanitaire? La réponse est encore oui, parce que c'est dans notre tradition. Dans les métiers de l'accompagnement, on a parfois, et on a observé qu'on a chassé l'altérité. Donc il faut qu'on revienne. Et qu'on revienne à penser l'autre dans l'accompagnement. Pour mes salariés, dans le social et médico-social, de protection de majeurs, tutelle, curatelle, de protection de l'enfant, des enfants que l'on accueille, qui ont été violentés, du médico-social, du handicap cognitif, troubles du comportement. Je dis à mes salariés de construire un accompagnement qui doit reposer sur 4 principes fondamentaux et qui sont des principes qui irriguent la pensée éthique et donc faire de la philosophie. Et il faut introduire la philosophie dans le soin. Le premier principe, c'est le principe d'autonomie. Il faut en effet affirmer que l'usager, le client citoyen, la personne, eh bien, est autonome et capable de prendre des décisions. À ce sens, je suis assez proche d'une communauté de pensée avec Paul Ricoeur qui pense l'homme capable de. C'est-à-dire être capable de prendre conscience de soi et de s'attribuer une identité pour prendre des décisions. Il est donc en capacité d'agir, y compris le plus faible. Qu'est-ce qu'on observe, en tout cas les philosophes et sociologues l'ont vu, l'humanisme qui a irrigué notre société du XVe siècle jusqu'à la modernité, c'était l'humanisme de l'homme puissant. Souvenez-vous de cette belle statue de David. L'homme est puissant. On sort des grandes pandémies et l'homme est puissant. Sauf que l'humanisme du XXIe siècle
c'est l'humanisme de la vulnérabilité universelle. Mesdames, Messieurs, ici présents, vous êtes tous bien aujourd'hui. Mais peut-être en sortant, un AVC vous guette. Peut-être que l'accident à la sortie, je ne voudrais pas être un oiseau. Bref, on est tous vulnérables. Mais ça, c'est nouveau. Mais ça change la donne. Donc, principe d'autonomie, et c'est un fondement qui doit permettre à l'individu, à la personne, de fabriquer du consentement. Donc, on doit faire en sorte que l'on puisse donner la capacité à la personne la plus vulnérable de construire son consentement. L'exemple est très précis, et la France a souvent été condamnée pour la protection des majeurs, qui est un système qui était très très dur pour la France. C'était des incapables, des sous-citoyens. Aujourd'hui, une mesure administrative ou juridique, quand vous faites une ouverture d'une nouvelle mesure, il faut obtenir le consentement de la personne. Je viens chez vous, il faut consentir, mais vous allez me donner votre chéquier, votre carte bleue. C'est violent comme ouverture. Vous voyez l'accompagnement. Deuxième principe, c'est le principe de bienfaisance. Il est évident qu'on doit assurer le bien-être. Vous ne pouvez pas faire autrement. Troisième principe, c'est le principe de la non-malfaisance. Dans cet accompagnement, je ne dois pas vous nuire. Où je mets le curseur? Jusqu'où je peux aller? Qu'aurais-je dû faire? Ce sont des questions éminemment éthiques. Et le dernier principe, qui est le principe de justice. Une justice qui consiste à ne pas discriminer. Nous ne pouvons pas discriminer les citoyens. Je refuse, et j'en termine, que l'on parle d'usager. Il faut parler de citoyen. Le citoyen qui est vulnérable, qui est malade. Je refuse d'être impatient. Non, je n'ai pas de patience. Je veux qu'on s'occupe de moi. Je veux qu'on puisse apporter une réponse. Je veux qu'on m'explique. Si on m'explique, même si ma maladie est très compliquée, mais si on m'explique un peu, j'ai un cerveau qui fonctionne, donc je peux comprendre. Voilà. Toutes ces questions sont aujourd'hui éminemment au cœur du dispositif de l'accompagnement pour les travailleurs dits sociaux. Et bien entendu, la réponse, oui, plus que jamais. Attention au syndrome des Givaro. Vous savez, cette tribu qui réduit les têtes. L'excès de normes réduit le réel. L'excès de normes fait que nous ne voyons pas cette complexité. Et j'en termine, vous savez ce que me disait Elgar Morin, face à la complexité, il faut une diversité de réponses. Et la santé ou le monde du soin a besoin de cette diversité de réponses et non pas simplement d'une réduction de la réalité. Merci monsieur, merci à vous trois et pardon de vous malmener, mais je vais continuer mon action de maltraitance déjà en reportant vos questions, et vous en avez sûrement à la fin de cette session. Gardez vos questions, vous les poserez pour animer de toute façon la table ronde à la fin de toutes les questions. Et je voudrais ainsi passer à la question suivante, car je tiens à ce qu'elles soient toutes traitées et dans l'équité, si possible, des prises de parole. Alors aidez-moi tous. La prochaine question, pardon, non, elle était affichée, c'est repenser l'attractivité des professions de santé. Je donne la parole à Tess Copin, qui se présente et présente son questionnement. Et je suis sûre qu'elle va respecter le timing, tellement elle y est entraînée. Bonjour à tous et merci de votre accueil. Moi, je suis Tess Copin, effectivement. Je suis infirmière cadre de santé depuis 18 ans, manager avec ce terme qui plie peu, mais pour autant, oui, encadrant de terrain et depuis 6 ans, formateur en formation initiale. C'est donc effectivement avec plaisir que je suis venue présenter le sens du travail en équipe pour redonner un autre titre que repenser l'attractivité. Je pense que nous avons suffisamment lu sur l'hôpital attractif, l'hôpital magnétique. Qu'est-ce qui nous rend magnétique aujourd'hui entre le care et le cure, entre l'universitarisation et la professionnalisation, entre les incertitudes et les valeurs, entre, j'ose même dire, entre le chaos et le cosmos.
Eh bien, c'est justement cette juste limite où vient se replacer l'éthique, et au sein de nos formations qui ont elles aussi vécu de profonds changements et qui vivent à nouveau un nouveau paradigme. Nous avons depuis 2009 abordé le socioconstructivisme pour reconstruire nos professionnels de santé par la compétence. Et cette compétence aujourd'hui, comment s'évalue-t-elle effectivement? Vous voyez, on était avec M. Pierron sur ces paradigmes d'évaluation et ces paradigmes aussi informationnels. Comment aujourd'hui, dans ce champ de savoir théorique et procéduraux, comment nous formons nos professionnels de santé et comment nous pouvons maintenir la fidélisation et l'attractivité. Donc je repartirai de l'avis 140 sur le sens du travail des professionnels de santé, qui est indissociable à l'éthique en santé, pour redonner non plus l'attractivité, mais le sens de l'éthique en équipe. Co-construire les compétences du professionnel, du futur professionnel de santé, eh bien, au sein de l'IFSI de Carcassonne, que j'ai intégré depuis 1 an maintenant, après avoir été un enfant du CHU de Toulouse, j'ai eu la chance de travailler avec le comité d'éthique dont M. Blé est ici présent. Et c'est grâce en fait, à un séminaire d'éthique qu'on a co-construit ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la compétence éthique. Certes, nos formations forment au travers des référentiels d'activité et de compétences des professionnels de santé autonomes, réflexifs et responsables qui garantissent la qualité des soins. Lorsque il m'a été proposé de prendre en main l'unité d'enseignement, législation, éthique et droit, m'est venue tout de suite la collaboration précieuse avec le comité d'éthique du centre hospitalier de Carcassonne, qui collabore depuis 2017 à la professionnalisation et qui interroge nos futurs professionnels de santé sur des situations de soins portant dilemme éthique. Et donc, c'est en montant ce séminaire éthique avec mes collègues de l'école d'aide-soignante et le comité d'éthique que nous avons pu poser et découvrir en fait que nous apprenons, redécouvrir le sens du soin et le sens notamment du dialogue interdisciplinaire, interfilière. Ce séminaire se dirige donc, ce retour d'expérience que je vous fais pour parler de cette attractivité nous a permis de mettre en évidence ce sens, en tout cas pendant ce temps de partage, de réflexion, et bien comment nos professionnels de santé se sont redonnés leur place. Et donc d'une formation professionnalisante par compétence, nous nous posons la question aujourd'hui, c'est comment l'éthique compose aussi avec ces mutations, ces dimensions sociales et comment elle repermet le dialogue social en équipe. Et d'où notre place, notre questionnement aussi aujourd'hui, c'est comment rendre attractifs nos professions de soins en remettant l'éthique dans les équipes. Alors, M. Pierron qui parlait de le paradigme informationnel, effectivement, soignante, encadrante, formatrice aujourd'hui, je me suis longtemps interrogée sur la perte du temps que nous avons sur nos colloques. Nous n'avons plus de temps de transmission de santé, tout est compté. Les transmissions étaient un temps précieux pour nous et le reste, il y a certains professionnels de santé dans la salle. Vous le savez, cette richesse d'intelligence collective, ce partage, cet inter-échange permet de redonner la place aux soignants, aux patients et à nos organisations de santé et à nos systèmes au système de soins. Donc, c'est bon pour le temps? Oui. On y est? Donc je vais aller rapidement. Donc la démarche de professionnalisation qui nous est expérimentée au CH de Carcassonne et sur l'IFSI de Carcassonne par les séminaires éthiques nous a permis de mesurer. Oui, nous avons mesuré la satisfaction de nos apprenants et le taux de fidélisation. Et en fait, nous sommes à 70% de taux de fidélisation de nos apprenants par ces temps de séminaire éthique qui se composent en 4 temps sur l'année. Donc, des conférences auxquelles M. Clanet est venu partager sur l'intelligence artificielle. Mais, messieurs, dames, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le sens du soin, certes, nous avons tous notre place au cœur des soins. Certes, la démocratie sanitaire doit vivre. Certes, nous avons besoin de cette reconnaissance. Mais la première des choses, c'est de renforcer à nouveau le dialogue social et le dialogue entre professionnels, entre pairs, pour servir en fait cette compétence éthique. Merci beaucoup, Tess Copin. La question suivante va être abordée. S'il y a des questions
on les reporte. Des réactions, des questions, il faut qu'il y en ait. Et on va essayer de garder du temps à la fin, peut-être sur le début du repas, hein. Mais pour que vous participiez, puisque je vous l'ai dit, et ce n'est pas une promesse en l'air, la table ronde, c'est vous. Donc la question suivante est posée à Alain Grand. Repenser, prévenir, santé de l'individu et santé publique avec Alain Grand. Bonjour et meilleurs vœux. Donc j'étais professeur de santé publique jusqu'à il y a peu, donc actuellement à la retraite, donc une discipline qui est frappée par la boulimie quantificatrice qu'évoquait M. Pierron tout à l'heure. Alors moi j'aimerais qu'on s'interroge, si on veut parler d'éthique des soins et des contraintes qui pèsent sur les professionnels en matière de morale ou en matière d'éthique, sur 3 utopies mobilisatrices du système de santé, qui peuvent être à la fois mobilisatrices pour les soignants, parce que c'est des objectifs à poursuivre, mais qui peuvent être aussi aliénantes dès lors qu'on n'a pas les moyens ou on n'arrive pas véritablement à poursuivre ces utopies avec les moyens suffisants. Et je pense qu'il y a, dans les derniers temps, enfin dans la dernière décennie, un renforcement des contraintes morales qui pèsent sur les soignants et qui sont portées par la médecine techniciste dont parlait Michel Clanet, hein, puisque désormais... Alors ces 3 utopies sont les suivantes. La première utopie, c'est l'utopie du risque zéro, qui est une utopie très prégnante dans notre société, puisqu'elle aboutit à une volonté, une nécessité de prévention. Jean-Jacques, tout à l'heure, évoquait peut-être la nécessité de création d'une agence nationale de santé pour que l'on puisse embrasser ou du risque santé, hein, qui puisse nous permettre de maîtriser notre santé au-delà de la prise en charge de la maladie. Mais j'attire l'attention sur le fait que la société du risque zéro, avec inscription d'ailleurs du principe de précaution dans la Constitution, il y a beaucoup de droits qui désormais demandent à être inscrits dans la Constitution, comme si il faut véritablement là aussi graver dans le marbre un certain nombre de choses. Cette volonté de risque zéro, utopie, c'est la prévention totale. Mais la prévention totale, ça veut dire aussi la surveillance totale. Et je crois que nous en avons un exemple, par exemple en Chine, hein, où l'idée d'avoir un risque zéro Covid a entraîné, mais ils avaient déjà quelques prémices, hein, à entraîner la mise en place, ou en tout cas le durcissement d'une société totalitaire à laquelle nous n'aspirons pas. Donc je pense que la réflexion éthique, elle doit pénétrer aussi cette notion d'utopie du risque zéro. Deuxième utopie, l'utopie de la qualité totale. On parle beaucoup dans les hôpitaux de la bureaucratisation des hôpitaux. Et il semblerait que nous ayons 2 fois plus d'administratifs dans nos hôpitaux que dans les hôpitaux germaniques. Et on reproche beaucoup à cette administration sa boulimie d'évaluation, on en a parlé tout à l'heure, et le fait de solliciter aussi les médecins. Je l'ai suffisamment vécu dans cet hôpital pour le savoir, à des tâches qui ne sont pas des tâches soignantes, donc à les détourner de leurs activités soignantes. Donc là aussi, hein, cette utopie de la qualité totale, eh bien, elle génère des effets pervers, hein, des effets de bureaucratisation, dont on sent bien qu'ils retentissent aussi sur la disponibilité des soignants et sur la disponibilité des soins. Enfin, la troisième utopie, et Jean-Jacques l'a évoqué, c'est l'égalité de tous face à la santé et à la maladie. Vous savez qu'en France, nous avons une obsession égalitariste. Alors, elle ne se concrétise pas nécessairement, puisqu'on voit que les inégalités se creusent, mais nous avons cette obsession. Et l'idée, c'est bien évidemment que nous soyons tous égaux face à la santé et à la maladie. Alors, ce contexte sociétal, il pèse bien sûr sur l'activité des soignants, puisqu'il faut qu'ils préviennent la maladie, il faut qu'ils soignent parfaitement leurs malades et il faut qu'ils assurent une égalité de tous face à la santé et à la maladie. C'est donc une contrainte lourde. Et à ce propos, j'évoquais souvent auprès de mes étudiants le paradoxe de Tocqueville. Tocqueville, quand il observait la société américaine au XIXe siècle, montrait que plus un phénomène était marginal dans la société,
et plus il y avait de bruit qui était fait autour de ce phénomène. Il prenait l'exemple des inégalités. Lorsque les inégalités, plus on luttait contre les inégalités, et plus l'intolérance aux inégalités résiduelles était importante. Et dans le domaine de la santé, notamment de la santé publique, et je prends pour exemple les infections nosocomiales, ce que l'on a constaté, c'est que plus on était efficace dans la lutte contre les infections nosocomiales, on arrive actuellement à un taux, j'ai envie de dire incompressible, de 3% d'infections nosocomiales. Plus on est efficace et plus il y a de recours, notamment de recours en justice, contre en raison des cas résiduels. Ce qui est logique, puisque dans un contexte qui était le contexte du siècle précédent, il y avait beaucoup d'infections nosocomiales et donc on était habitué, ou en tout cas c'était un risque qui était accepté, alors que désormais, puisqu'on est très efficace dans la lutte contre les infections nosocomiales, on ne supporte pas qu'il y ait tel ou tel cas résiduel. Donc ça se comprend, mais c'est en même temps très frustrant pour le soignant qui a mis tout en œuvre pour éviter les infections nosocomiales et qui va être d'autant plus poursuivi en justice qu'il aura été efficace. Pour conclure, eh bien, j'ai envie il y a deux termes qui sont à l'heure actuelle très à la mode et qui contraignent aussi le soignant. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'en parler. Il y a le terme agilité. On met de l'agilité partout dans les institutions et on demande aux professionnels d'être agiles. Autrement dit, il faut qu'ils arrivent à poursuivre tous leurs objectifs tout en assurant une bonne qualité et surtout un meilleur coût du soin. Donc c'est un thème qui est très contraignant, me semble-t-il, sur le plan des pratiques. Et le deuxième thème, c'est la démocratie. On en appelle, et ça fera le relais avec l'intervenant suivant. Notre société a plutôt une phobie du pouvoir. C'est-à-dire qu'on exerce le pouvoir, mais il ne faut pas qu'il soit trop visible. D'où cet appel, bien sûr, à la démocratie en santé, d'où la promotion du citoyen, de l'usager, qui me paraît tout à fait légitime, mais qui peut poser... donc tout à l'heure, vous disiez que lorsque vous êtes soigné, eh bien, vous voulez avoir une information complète. Beaucoup de soignants ici présents ont souvent été confrontés à des... Alors je ne les appelle plus les patients, parce que ça c'est une terminologie révolue, mais à des usagers qui disaient « Docteur, faites pour le mieux et je ne veux rien savoir ». Parfois, trop d'informations insécurise l'usager, patient, citoyen qui est en face de nous. Et donc, le soin aussi, c'est un exercice de pouvoir. Voilà. Et la négation complète de cet exercice de pouvoir peut être péjorative, tant pour le soignant que pour le soigné. Voilà, je conclurai ainsi en passant la parole aux usagers. Voilà, pour la transition, un sacré point d'appui. Pour passer la parole à la démocratie en santé, avec agilité, en disant que, c'est moi ça, en disant à M. Bruel que je sais que lui, qui promeut la démocratie en santé, saura laisser quelques minutes à la salle pour s'exprimer. Oui, merci Catherine et merci à l'équipe de R pour votre invitation. Vous m'aviez dit 15 minutes, je vais les réduire à 10, peut-être à 5, peut-être à 3, peut-être je peux même m'arrêter tout de suite. Non. Donc je vais d'abord, je passe en dernier, ce qui est toujours un peu compliqué, mais c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Et démocratie en santé, Kesako, comme on dit chez nous. D'abord, j'interviens ici donc je suis Jean-Michel Bruel, j'interviens ici comme représentant des usagers, avec quand même un péché originel, c'est celui d'avoir été pendant toute ma carrière professionnelle un professionnel de santé. Mais les usagers d'Occitanie m'ayant à un moment donné demandé de les représenter, tâche qui est aujourd'hui assurée par André Guinvarch qui préside France Asso Santé Occitanie et que je salue ici, finalement mon conflit d'intérêts est dédouané par les usagers eux-mêmes et c'est bien en représentant des usagers que j'interviens ici. Alors, démocratie d'abord, et vous parliez à l'instant de pouvoir. Dans démocratie, il y a pouvoir, c'est Kratos. Donc il y a un problème de pouvoir. Alors, le pouvoir du peuple dans la santé. Et démos, c'est le peuple, mais le peuple organisé. C'est-à-dire le peuple qui est représenté dans toutes ses composantes. Et ça peut renvoyer d'ailleurs aux plus vulnérables dont parlait Jean-Jacques Morfoy en tout début.
et aux inégalités sociales en santé qu'on a du mal à réduire. Aussi, plutôt que de démocratie en santé, pour reprendre une expression qui avait été utilisée par Vincent Grégoire Delory, que je salue ici, je pense qu'il vaudrait mieux parler de démopraxie, c'est-à-dire comment aujourd'hui les acteurs qui sont les usagers, qui sont les patients, interviennent dans leur propre santé, à la fois à l'échelon individuel et collectif. Alors, c'est une histoire qui est intervenue sur un problème de reconnaissance de droit, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, et vous savez que là aussi, ça a été mis en exergue par une crise qui était celle du sida, et les patients atteints du virus HIV se sont manifestés, et ceci a abouti, après une consultation d'une ampleur inédite, au début des années 2000, en 2002, à ce que l'on a appelé la loi Kouchner, et qui définissait des droits du patient. Aujourd'hui, moi, en tant que représentant d'usagers, et puis ayant en charge au sein de la conférence régionale de santé et d'autonomie que préside Laurent Schmitt, ayant en charge la commission spécialisée dans le domaine des droits des patients, eh bien, moi, je préfère promouvoir les droits que les défendre. Parce que quand on défend des droits, quand on défend quelque chose, on les défend contre quelqu'un et souvent on a des réactions de défense de l'autre côté et j'y reviendrai en conclusion. Alors 20 ans après ces lois Kouchner, quelles sont les perspectives ? Ces perspectives, c'est reconnaître aux patients et aux usagers, et c'est un rôle d'acteur dans l'organisation de la santé, à la fois à l'échelon individuel et collectif. Et j'y vois 3 éléments. C'est d'abord mutualiser les savoirs et les expériences. Et ça, je pense que ça renvoie à la pluralisation dont on parlait. Et je voudrais tous les soignants, tous les professionnels de la santé pensent qu'ils connaissent un certain nombre de choses, qu'ils connaissent peut-être un peu tout, et que quand on parle du savoir expérientiel, c'est quelquefois quelque chose qui est difficile à aborder. Alors moi, je vais vous raconter comment j'ai abordé le savoir expérientiel et comment ça m'a vraiment frappé. J'étais à ce moment-là en charge du pôle digestif du CHU où j'ai travaillé pendant longtemps, et un cadre de santé m'a dit « il faut que je vous fasse rencontrer un représentant de patient qui est atteint d'une maladie inflammatoire chronique du tube digestif, dont malheureusement le maître symptôme est la diarrhée. Alors on a tous eu des diarrhées, on sait ce que ça représente. Heureusement, pour la plupart d'entre nous, c'est des diarrhées de type gastro, comme on dit. Mais on sait que quand on a une diarrhée, quand on a une gastro, on est socialement très réduit. Et donc, ce patient avait rencontré cette cadre de santé en lui disant « Madame, dans votre service, les toilettes, ça ne va pas du tout. » Et cette femme, cette professionnelle qui était qui était obsédée par l'hygiène et la propreté dans son service, a dit « Comment les toilettes ne sont pas propres ?» Et le patient a dit « Ah mais si madame, les toilettes sont propres, mais elles ne sont pas signalées. » Et quand moi j'ai rencontré ce patient à propos de cette histoire, je me suis dit « Mais le savoir expérientiel, c'est ça. » Et le savoir expérientiel, c'est ne pas pouvoir remettre à leur juste place certaines notions que l'on connaît, au moins théoriquement, mais dont on ne sait pas l'importance qu'elles ont dans la vie globale de celui qui les vit. Et la deuxième chose que je voudrais dire à propos de cette mutualisation des savoirs, c'est que on réagit à ces savoirs avec une posture, qui est une posture de professionnel de santé, qui est une posture de patient, qui est une posture de proche aidant d'un patient ayant une maladie chronique, et que chaque fois qu'on est amené à avoir un changement de posture entre ces différents intervenants, et ça existe dans la formation, ça peut exister dans les loisirs. Je pense à une MSP de l'Ariège qui a monté, si je me souviens bien, une association qui s'appelle 1000 pattes, et dans laquelle les professionnels de santé marchent avec des patients de la MSP en question. Eh bien, la posture change et la relation devient autre et peut-être plus facile, et parce que l'échange dans la pluralité est à ce moment-là facilité. Et donc ce premier point de la mutualisation des savoirs, ça renvoie à le faire équipe. Et il me semble
que s'agissant de questionnement éthique, la première raison du questionnement éthique, c'est un questionnement à plusieurs, et donc la pluralité, c'est probablement très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est l'importance, et ça a été évoqué à la fois par Jean-Philippe Piron et puis aussi dans les premières interventions de cette table ronde, c'est reconnaître l'importance de la temporalité dans le prendre soin. Vous savez, dans la vie 140, là, dans le résumé, il y a une phrase qui est terrible. Hein. C'est, je vous la cite, je vous la lis, c'est « Le temps des soignants croise de moins en moins celui des malades ». C'est écrit dans la vie 140. Hein. Donc cette temporalité, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle renvoie à des choses que les professionnels de santé savent bien. Hein. Les vieux médecins, ils savent que le patient, il est organisé avec une temporalité qui est la sienne. Hein. Et quelquefois, dans une consultation, l'essentiel du message que le patient veut faire passer au médecin qu'il consulte, c'est dans les dernières secondes, lorsque la porte est entrouverte. Donc si le professionnel il ne fait pas attention à cette temporalité, et ça peut poser des problèmes d'ailleurs quand on parle de téléconsultation, eh bien on va avoir des soucis. Et cette temporalité, elle est aussi aujourd'hui face à la chronicisation d'un certain nombre de maladies. Et dans la maladie chronique, le patient, quand il s'adresse à un professionnel de santé, alors qu'il souhaite être reconnu comme une personne globale, souvent, il intervient sur sa pathologie propre. Et là, je veux absolument vous redire aussi le témoignage d'une jeune collègue rhumatologue qui est habituée à suivre des patients et patientes qui ont des maladies chroniques, en l'occurrence des polyarthrites rhumatoïdes qu'on peut avoir en étant très jeune. Et elle reçoit une jeune femme qu'elle avait déjà vue à 2 ou 3 reprises et qu'elle voyait à peu près tous les 6 mois. Et elle lui dit « Comment ça va ?» La patiente dit « Ça va bien ». Et puis au fur et à mesure que se déroule la consultation, le médecin se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et au bout d'un moment, elle dit « Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Et la patiente dit « Oui, mon mari est mort brutalement il y a 15 jours ». Donc le « Comment ça va ?» pour la patiente, il s'adressait à sa maladie et pas à la globalité de sa personne. Et depuis, cette médecin me dit « Je ne dis plus jamais comment ça va, je dis qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. » La temporalité concrète, c'est ça. Enfin, je voudrais dire que le troisième point sur lequel je voudrais insister, et on l'a évoqué, c'est le partage de valeurs. Partage de valeurs, d'universalisme, de bienveillance. Et là, ces valeurs dont on a parlé, dont on pourra reparler, c'est ces valeurs qui fondent la confiance. La confiance, ce n'est pas une valeur en soi, c'est un partage de valeurs. Alors là-dedans, la confiance, il y a aussi de l'intuition, mais l'intuition, c'est la manière dont on ressent ce partage de valeurs, hein, peut-être. Et donc, c'est à propos de ce partage de valeurs, je pense qu'aujourd'hui, et je terminerai dans un instant là-dessus, il faut arriver à une culture partagée d'un nouveau mode de relation. Et je voudrais là aussi vous donner un exemple, c'est celui du deuxième avis. Que vous soyez patient ou professionnel de santé, vous savez que c'est là un point qui me paraît très très important. Quel est le patient qui ose demander à un médecin avec lequel il est en confiance, alors que lui, patient, il est inquiet, docteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait prendre un deuxième avis? Vous savez, il faut avoir du courage pour ça, parce que la culture avec laquelle on a vécu jusqu'à maintenant interdisait ce genre de questions. Et quel est le professionnel de santé qui, avec un patient qu'il connaît et qui sait qu'il lui fait confiance, peut expliquer à un moment donné, je pense que ça serait intéressant que je puisse discuter de votre problème, si vous en êtes d'accord, avec un autre confrère et ouvrant-la vers un deuxième avis. Et ça fait partie des valeurs partagées et d'une nouvelle culture qu'il nous faut acquérir. Et là-dedans, moi qui aujourd'hui suis représentant des usagers, je dis aussi aux représentants des usagers, et ça tient aussi à ce que vous avez évoqué sur l'attractivité,
je leur dis, chaque fois que quelque part il y a un groupe de travail qui s'occupe de prendre soin des soignants, et on sait que l'importance que ça a au décours de la crise, enfin avec la crise dont on n'est pas encore complètement sorti, bien allez-y, participez à des groupes de travail sur prendre soin des soignants. Parce que si les usagers ne prennent pas soin des soignants, demain, leur risque, c'est de ne pas avoir de soignants en face d'eux. Hein. Je veux dire, on en est là. Hein. Et quand on parle de la désertion professionnelle ou de la fuite, comme on l'évoquait, eh bien, c'est ça. Alors, je voudrais terminer, Catherine, si vous me donnez une diapositive, parce que j'avais préparé cette diapositive pour vous dire que, finalement, il me semblait que la réponse à ça, c'est peut-être s'engager dans un partenariat en santé. Alors, c'est un terme qu'on n'a pas utilisé depuis le début de la matinée, et pourtant, c'est un terme que j'ai retrouvé en filigrane dans tous les points de l'intervention de Jean-Philippe Piron. C'est un point que je retrouve en filigrane dans tous les points de la vie 140. Et finalement, ce partenariat en santé, c'est agir en partenaire entre celui qui est soigné et celui qui le soigne, entre celui qui demande du soin et celui qui répond à cette demande de soin. Et ça, c'est compliqué, c'est une nouvelle culture qu'il nous faut apprendre ensemble. Et je pense que je voulais surtout vous montrer cette diapositive pour dire qu'il y a là maintenant une organisation du partenariat en santé. Et au niveau régional, il y a une structure de partenariat en santé qui est appuyée par l'ARS et par l'Union régionale des associations d'usagers et qui est le partenariat en santé avec un comité opérationnel du partenariat en santé en Occitanie. Et personnellement, à la fois en tant qu'ancien professionnel de santé et aujourd'hui en tant que représentant des usagers, je crois que la perspective, c'est le partenariat en santé. Je vous remercie. Bien, merci. Merci à vous tous, les intervenants. Et pardon d'avoir été un peu sauvage par moment, mais là, maintenant, figurez-vous que le pouvoir, ce fameux pouvoir de la démocratie en santé, il est là. Il est à vous pendant un temps compté aussi. 10 minutes, si vous acceptez 5 minutes de retard pour le repas, c'est faisable. Donc profitez-en pour lever la main pour des questions. J'arrive avec un micro. Bonjour, moi je suis aide-soignante dans un EHPAD et le titre c'est l'attractivité des professions de santé et moi je travaille au quotidien où il manque du personnel, où le personnel est épuisé, moi-même. Il y a eu des mots qui m'ont beaucoup parlé, c'est la perte de valeur et la perte de l'estime de soi. Moi, je travaille avec des collègues où elles sont... elles ont le don elles se posent des questions sur le sens de son travail, mais je constate que de moins en moins, on a du temps. Et si on n'a pas de temps, on ne peut pas se questionner sur les valeurs. Et du coup... le fait de perdre, de ne pas avoir assez de temps pour les personnes, on n'est plus dans l'éthique et dans le questionnement et on s'épuise. Et le fait que vous avez présenté cette table ronde en disant que peut-être on allait trouver du sens et donner de l'attractivité à mon travail, ça me plairait bien de repartir avec des idées ou des propositions pour donner encore du sens à mon travail et apporter cet échange qu'il y aura là dans mon équipe. Je vous remercie. Excusez-moi, merci pour votre intervention. Je n'ai pas entendu où vous exerciez. Je travaille dans un EHPAD à Saint-Giron. À Saint-Giron, dans l'Ariège. Mais dans l'Ariège, ça réfléchit énormément. Inscrivez-vous dans le groupe de réflexion éthique
le plus proche de votre établissement? Il y en a sans doute. Dans mon établissement, ils réfléchissent, mais avec le Covid et tout ça. Oui, tout est ralenti, oui, oui. Vous serez toujours la bienvenue. C'est chez vous, l'espace de réflexion éthique Occitanie. C'est chez vous. C'est chez vous, pardon. Une autre question. Alors, je ne respecte pas l'ordre. Les dames d'abord, c'est comme ça. Oui, moi, je voulais juste partager 2 réflexions. Je suis médecin coordonnateur en EHPAD, donc pour revenir sur les établissements médico-sociaux. Je voulais témoigner de la période de Covid, pas pour être dans la sinistrose, mais pour dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense aux situations des personnes en situation de handicap et aux personnes âgées en situation de dépendance, puisque c'est le vocabulaire qui est dédié. Et le point commun que j'ai vu, ça a été pour les personnes qui étaient sous protection de type tutelle, l'autorisation d'aller voter. Donc je suis médecin, ce n'était pas une question qu'on se posait beaucoup. Et quand elle est arrivée, oui, les gens qui sont sous tutelle depuis des années vont aller voter. Bon. En pratique, on a dit ok, c'est important, c'est nouveau. Et comment on fait? Comment on fait? C'était la période de Covid. Ils peuvent aller voter, mais il n'y a personne qui est prévu pour les accompagner. Donc voilà, en pratico-pratique, quand on accompagne les gens dans leur globalité, comment on fait, comment on met en lumière ces difficultés de l'accompagnement dans sa globalité? Il a fallu le dimanche revenir, médecin, aide-soignant, peu importe, pour accompagner précisément, aller au bureau de vote. Et ce qu'on y a vu a donné un grand sens à cette action de voter. Voilà, les gens qui découvraient ce qu'était un bureau de vote, qui découvraient la petite enveloppe, qui ne savaient pas ce qu'il y avait écrit dessus, qui ne savaient pas où est-ce qu'il fallait aller, mais on voyait qu'il y avait un enjeu extrêmement important. Donc ça, c'est le quotidien aussi qu'on a vécu au moment du Covid. Et puis il fallait les protéger, je passe le détail. L'autre réflexion, c'est en fait la situation des établissements médico-sociaux, les EHPAD, de ce que j'ai vécu historiquement, puisque j'ai beaucoup été impliquée dans l'apparition des prestations pour les personnes âgées. Cette notion de dépendance entre handicap lié à l'âge, même si ça commence à évoluer en parlant d'autonomie, n'empêche qu'en pratique, on est toujours sur des outils différents, des évaluations différentes et des financements très différents. Cette distinction entre l'accompagnement et le soin, les services d'accompagnement, les services de soins, l'APA qui aide les gens chez eux nonobstant les soins dans leur définition, dans la définition de la dépendance, tous ces vocabulaires qui sont extrêmement clivants en fait finalement dans la population, c'est ce que vous disiez, ce qu'on entendait dans les propos du philosophe, on tranche les populations au lieu d'être peut-être dans une globalité qui dépasse tout ça. Et ce sont ces notions-là qui ont apporté une régression des moyens aussi au niveau des établissements, au niveau du soin à domicile, etc. Donc il y a une réflexion à mener aussi éthiquement sur ces définitions-là, je crois, et de les faire entendre. Merci beaucoup. J'arrive. Une autre question du docteur Blais, du comité éthique hospitalier de Carcassonne. Alors, merci pour tous vos exposés, qui sont tous plus passionnants que les uns que les autres. Il y a une litanie de questions qui surgit, mais je me focaliserai. Donc, la première, merci M. Bruel de bien avoir pointé que ce qui est un détail pour l'un, la signalisation, comme exemple que vous avez pris, ne l'est pas pour l'autre. Et que si on confie trop la santé à des technocrates éloignés de la réalité, eh bien, on aboutit à des impasses. C'est peut-être ce que l'on voit. Mais pour dépasser ces impasses, il faut revenir à la parole, à l'échange. Alors, sans aller jusqu'à l'éthique de la discussion de Rawls, on peut quand même revenir tout simplement à écouter les gens qui pratiquent. Et quand j'ai lu dans l'avis 140 du CCNE que la parole des professionnels et des usagers avait été négligée, voire bafouée, je dirais mon sang n'a fait qu'un tour. Et c'est pourquoi je voudrais apporter une petite précision ou compléter l'exposé de Thèse Coppin par quelque chose qu'elle ne peut pas dire, parce que tout simplement notre
comité d'éthique terminait toujours son année au mois de juin avec une dernière session qui était confiée à l'IFSI. Et nous étions toujours admiratifs de la qualité des exposés des étudiants, des élèves aides-soignants et des élèves infirmiers. C'était formidable. Et j'ai appris encore par des rapports qu'on ne les écoute pas, ces élèves. Et donc, ces professions de la parole, dont la profession de secrétaire également, est négligée. Dans un hôpital, ça fait toujours des salaires en moins, et il y a même des cabinets libéraux qui n'ont plus de secrétaire. Or, moi j'ai eu la chance d'avoir des secrétaires que je qualifierais parfois de pittoresques. Et ces secrétaires, elles étaient adorées par les patients, elles étaient rassurantes. Quand moi, en tant qu'usager, je vais dans un endroit où je tombe sur une porte de prison, bah, ça augmente mon niveau de stress. Alors, je me tourne vers vous, chers confrères, qui travaillez en maison de santé pluriprofessionnelle. Vous avez un budget, j'ai bien entendu, de 120 000 €. Est-ce que ça vous permet d'avoir assez de secrétaires pour gérer tout ce petit monde et les patients? Chers collègues, l'ACI n'est pas fait pour payer des secrétariats. Je reste un professionnel libéral, j'ai des associés, on a une société civile de moyens, avec lesquels nous rémunérons nos secrétaires. Par contre, la nouveauté, c'est qu'on a des assistantes. Mais c'est un financement qui est différent de celui de la maison de santé. Voilà, c'est assez pris en compte. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a un mouvement actuellement pour réclamer des moyens. Voilà. Voilà. Mais le budget de pluriprofessionnalité, qu'on appelle l'accord conventionnel interprofessionnel, c'est pour financer les coordonnateurs et pas les secrétariats. Je vais compléter avec un retour d'expérience. Peut-être, vous m'entendez? Oui. J'exerce en maison de santé dite monosite. Donc on a un seul bâtiment qui regroupe l'ensemble des professionnels de santé signataires du projet de santé. Et nous n'avions pas de secrétaire, en fait, agent d'accueil, enfin une fonction d'accueil, d'orientation des patients au sein du bâtiment jusqu'au premier confinement. Suite au premier confinement, on a mis en place un questionnaire dit de satisfaction des usagers et on les a questionnés sur l'accès aux soins, l'offre de soins, mais aussi l'organisation du bâtiment et notamment l'accueil patient et la signalétique. Et une des demandes qui a été faite, c'était effectivement si possible, de rajouter de l'humain, de mettre en place une fonction d'accueil, d'orientation au sein de la structure pour orienter les patients. Et donc suite à ça, 2020, donc on a ouvert le bâtiment en 2014. Hein, vous voyez, il y a eu 6 ans quand même où les portes étaient closes et on les ouvrait pour accueillir le patient et on refermait la porte. Donc à partir de 2020, on a engagé la réflexion à mettre en place ce poste de secrétariat. Je vous ai parlé tout à l'heure de gouvernance liée à la pluriprofessionnalité des soins primaires. Il y a cette question aussi de quelle structure va porter ce financement, puisque nous on a une maison de santé, on est 28 professionnels de santé, on a à peu près une quarantaine de structures qui existent au sein de ce bâtiment, des SCM, des CISA, des SCI, de l'exercice en nom propre, etc., etc. L'enjeu est de savoir qui finance et qui porte cet RH, en fait, cette ressource humaine en termes d'organisation. Donc il a fallu réfléchir à la gouvernance pour mettre en place ce poste. Ça nous a pris 1 an. Jusqu'à trouver un modèle de gouvernance, de management et de financement. Ce financement, chez nous, il est mixte. C'est un apport d'associés, mais c'est aussi une part de ce financement de l'ACI. Alors, 120 000 €, on a moitié moins à Gardouche, mais c'est peut-être pas la même équipe aussi. Et donc, il y a une part, effectivement, d'apport des associés, mais il y a une part aussi qui vient du financement conventionnel, au titre de l'accès aux soins, d'aide à la coordination, une certaine forme de coordination en fait, des soins. Et tout ça nous a permis en fait, de faire du lien avec l'usager. Et peut-être qu'on retombe un petit peu sur les questionnements précédents, c'est comment faire du lien de manière opérationnelle avec l'usager, c'est le questionner et essayer de trouver un équilibre entre ce qu'il est possible de faire et ce que l'on va faire pour améliorer l'accès aux soins de l'usager. Oui, juste un propos assez bref. Je suis Philippe Jean et je me sens ici un peu étranger
pour différents motifs. D'une part, parce que je vis en Nouvelle-Aquitaine, j'ai franchi la frontière. D'autre part, pour l'essentiel, parce que je suis juriste. Et quand un juriste se retrouve en terrain éthique, il se sent un peu étranger, tout en ayant quand même des liens de dialectique très riches. Alors, je veux dire très rapidement deux choses. Bon, d'une part, sur l'avis 140, extrêmement intéressant, extrêmement riche, même si au niveau de l'analyse des causes de la crise actuelle, il ne va pas toujours aussi loin dans l'analyse, disons, juridico-politique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la crise du service public, etc. Ou sur la crise de la fonction publique hospitalière, avec tout ce que ces concepts de fonction publique ou de service public portent de valeur. Second point, la réponse à la crise sera une réponse éthique. Là, je partage totalement ce qui est dit dans l'avis et ce qui a été dit dans les tables rondes. À propos des tables rondes, je me contenterai d'un propos uniquement sur le dernier intervenant, sur la démocratie sanitaire ou la démocratie en santé. Et là, en tant que juriste, j'avoue que je suis assez interrogatif sur le sujet. Autant je crois en la démocratie sanitaire telle qu'elle a été définie en 2002 par la loi Kouchner, après les travaux de Claude Évin, qu'il ne faut pas oublier. Démocratie sanitaire qui constitue bien un ensemble de règles reconnaissant des droits aux patients. Alors sur ce plan-là, en France, on a fait de grands progrès, même s'il y a toujours une interrogation entre le droit tel qu'il est déclaré, tel qu'il est parfois de façon incantatoire, et puis la question de l'effectivité des droits. Et là, il y a toujours une distorsion sur laquelle il faut se battre. Quand on parle par exemple d'accès aux soins, il y a en France un droit à l'accès aux soins, il y a un droit à la protection de la santé, mais dans la réalité concrète telle que nous la vivons, on voit qu'il y a encore un gros travail à faire pour affirmer ce droit très concrètement pour l'ensemble des usagers. La notion de démocratie en santé a dérivé après la démocratie sanitaire et on tombe dans un schéma qui est beaucoup plus institutionnel, dans lequel les usagers ont leur place. Bon, je siège pour ma part dans un comité territorial de santé et je suis quand même un peu réticent quand je vois que par ce phénomène institutionnel, les usagers, d'une part, sont sous-représentés par rapport à toutes les autres catégories de professions, d'institutions, etc. Ce qui fait que la parole des usagers dans les instances actuelles de démocratie dite en santé, la place des usagers est singulièrement limitée et mériterait d'être beaucoup plus affirmée. Pour arriver à une certaine efficience dans ce domaine, il faudrait qu'il y ait presque une parité entre représentants des usagers d'un côté, représentants des professionnels et des institutions de l'autre côté. On en est encore loin. Merci. Je peux dire un mot? Alors, il faut demander une autorisation spéciale. Non, c'est tellement vrai ce que vous dites, monsieur, que la Haute Autorité de Santé, qui a un collège pour l'engagement des usagers, a demandé à ce collège d'écrire une recommandation qui a été publiée par la Haute Autorité de Santé. Et cette recommandation, elle s'appelle « Comment faire en sorte que l'usager ne soit pas un alibi ». Parce que pendant longtemps, l'usager, et on travaille tous à ce que ça change, tous professionnels de santé et usagers, l'usager, quand il intervenait dans une instance, il était là pour signer une feuille d'émargement. Et donc ça, c'est pas possible, hein, c'est le contraire de la démocratie. Bon, je suis antidémocratique, j'arrête. Je vous demande d'arrêter. Je vous remercie de la table ronde d'avoir accepté de participer. Je crois que nous avons vu